Est-ce qu'on peut vraiment le faire? Dans la Constitution de 1958, il y a un article, l'article 11, qu'on a souvent appelé l'article du général de Gaulle, parce que c'était l'article du référendum, cet article qui créait un lien entre l'homme providentiel, le président de la République, et son peuple. Bon. Nous avons décidé de nous emparer de ce texte fortement déplaisant pour nous qui sommes plutôt partisans d'une souveraineté populaire et parlementaire. Nous considérons que cet article va permettre finalement que le peuple soit directement saisi de la question sans passer par le vote des assemblées. La question suivante étant la suivante: voulez-vous d'une assemblée constituante pour changer la Constitution? Et ce serait pas tout. C'est-à-dire qu'on pose cette question, mais on précise les choses. Si oui, si vous êtes d'accord, alors cette assemblée constituante sera convoquée selon un certain nombre de modalités qu'on précise dans le décret de convocation du référendum. Ce qui permet aux gens de répondre à la question oui ou non, mais en toute connaissance de cause. Et savoir que s'ils disent oui, alors nous nous engageons collectivement à une procédure, à élire, à constituer une assemblée d'un genre particulier. Parce qu'il nous semble que cette assemblée doit être d'un genre particulier pour qu'elle produise une république compatible avec ce que nous voulons faire, c'est-à-dire reconstituer la souveraineté populaire. Si oui, une assemblée constituante sera convoquée selon les modalités suivantes. Et on va préciser ces modalités ici. Je vous fais une proposition. D'abord, il faudra préciser le mode d'élection de l'assemblée constituante, la composition. Voilà. L'assemblée constituante pourrait être élue selon, à notre avis, 2 modalités. Et ceci est aussi une idée inspirée de ce que nous avait dit Mabrouk Mbarek sur l'audition, que vous pouvez visionner si vous en avez le temps, mais qui me semble décisive. 2 modalités en fonction des options qui seront exprimées par les électeurs. C'est-à-dire que quand vous aurez à élire l'Assemblée constituante, vous aurez un choix, 2 possibilités. Ou bien vous déposerez votre bulletin pour désigner une partie de l'Assemblée au tirage au sort. Ou bien, votre bulletin, vous le donnerez à une offre politique existante. C'est-à-dire qu'à l'occasion du vote pour l'Assemblée constituante, vous aurez un bulletin qui pourra être livré au tirage au sort ou un bulletin qui sera livré à une option, une offre politique concernant la 6e République. Si bien que vous aurez là un mécanisme qui évite que l'on fixe à l'avance le pourcentage de membres de l'Assemblée constituante tirés au sort. C'est-à-dire que finalement, le pourcentage de membres de l'Assemblée constituante tirés au sort sera décidé par les électeurs eux-mêmes lorsqu'ils désigneront l'Assemblée constituante. Ce qui est le moyen finalement de couper court aux critiques, car finalement toute quotité, si vous voulez, toute proportion de tirés au sort est arbitraire en soi. Et donc là, on renvoie finalement la responsabilité de déterminer cette quotité aux électeurs eux-mêmes, qui donneront leur voix au tirage au sort, ou bien la donneront à une offre politique qui pourra être, et nous l'espérons, majoritairement celle de la France insoumise. D'accord ? Donc ça, on pourra revenir là-dessus, mais c'est une proposition que nous faisons et qui nous semble combiner à la fois la nécessité d'ouvrir au tirage au sort la question constituante et en même temps de ne pas imposer des proportions forcément critiquables, forcément arbitraires, et de réinvestir le peuple aussi dans sa responsabilité, de savoir ce qu'il veut et ce qui est bon pour lui-même. Voilà pour la question, les modalités relatives, on va dire, à la composition de l'Assemblée. Ensuite, le statut des membres de l'Assemblée constituante. Ici, il y a un peu 2 idées. La première idée, qui est assez classique,
quand on a une assemblée ou quand on va élire une assemblée de représentants, on élit des gens qui sont dépositaires d'un mandat et qu'il faut protéger. On ne protège pas les gens, on protège le mandat. Donc c'est très important qu'il y ait des conditions d'inéligibilité, des incompatibilités qui protègent le mandat constituant de toutes influences, conflits d'intérêts, etc. Donc là, ça existe déjà pas mal actuellement. On reprendrait évidemment tous ces éléments qui visent à protéger le mandat. Deuxième souci ou deuxième préoccupation, nous avons l'idée que le mandat constituant doit être sanctuarisé, doit être exclusif finalement de toute autre activité, de tout autre mandat notamment. Donc aucun cumul possible entre le mandat constituant et n'importe quel autre. Et plus, non seulement des mandats actuels, mais des mandats futurs ou passés. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a quand même quelques réserves. L'idée est que vous ne pourrez pas vous présenter à un mandat constituant si vous avez été parlementaire dans une assemblée ancienne de la Ve République. Vous ne pourrez pas non plus vous représenter si vous avez été constituant avant qu'une mandature, qu'une législature ait couru, pour ne pas en fait être tout de suite bénéficiaire de ce que vous aurez décidé au titre de votre mandat de constituant. D'accord ? L'idée est vraiment d'être dans les conditions qui vous permettent de décider dans l'intérêt général et pas pour vous préparer un avenir politique. Enfin, dernière, disons, préoccupation ou série d'éléments importants, c'est la question de la responsabilité des membres de l'Assemblée constituante. Ici, je parle du lien entre les représentés et les représentants constituants. Il est très important que pendant les travaux de l'Assemblée, il y ait un lien constant maintenu entre, on va dire, la société et ses représentants à l'Assemblée constituante. Et là, il faudrait imaginer, et là vraiment le thème est complètement ouvert et il faut profiter de ce moment pour décider de ce genre de choses. Mais par exemple, il faudrait que les membres de l'Assemblée constituante s'engagent à rendre compte de ce qu'ils font, des travaux qu'ils mènent à l'Assemblée constituante, à l'aide de comptes rendus de mandats réguliers, fréquents, pendant les travaux de la constituante. Il faudrait également que les membres de l'Assemblée constituante s'engagent à recevoir les contributions de la société, issues de la société, selon des modalités qu'on réfléchirait justement. Donc, construire cet aller-retour entre les constituants et la société, et les représenter d'une manière générale. Là, on pourrait prévoir tout ceci dans le cadre d'un règlement intérieur qui permettrait que cette Assemblée prévoit ses modalités de travail et en particulier son lien avec les représentés. Clôture de la procédure maintenant. Les modalités par lesquelles l'Assemblée constituante adoptera le projet de constitution devront être prévues par le règlement intérieur de l'Assemblée constituante. On peut d'ores et déjà anticiper une sorte de système qui est très classique, c'est le vote article par article, mais qui est très commode. Et ensuite, qu'il y ait un vote sur l'ensemble. Et le tout à la majorité simple, pour faire simple. Voilà. Le peuple, ensuite, serait saisi à nouveau, à l'occasion d'un référendum, du résultat, c'est-à-dire du projet de constitution. Et nous aurions, finalement, un peuple alpha et oméga de la procédure constituante, qui la déclenche et qui la clôt, ce qui est extrêmement important. Si jamais le projet ne devait pas recueillir les suffrages à l'occasion en tout cas la majorité du référendum, alors l'Assemblée constituante serait automatiquement ressaisie du même mandat, d'un mandat constituant, et devrait produire un nouveau projet de constitution qui serait soumis encore à un référendum. Cela dit, ça ne peut pas durer indéfiniment. Donc il faut prévoir une limite de temps. La durée de vigueur de l'Assemblée constituante ne pourrait pas excéder 2 ans. Ceci est inspiré, alors ça se discute, mais ceci est inspiré aussi de l'expérience, de la manière dont on a vu se produire l'Assemblée constituante tunisienne, qui a quand même mis 2 ans à produire une constitution finalement admise, approuvée.
Donc, une temporalité ici très importante, et je finirai là-dessus. La mise en œuvre de cette procédure constituante, idéalement, bon ça c'est ce qu'on a imaginé, mais c'est encore en discussion, commencerait donc par la publication du décret présidentiel de convocation de cette Assemblée, donc à l'occasion d'un référendum qui porterait convocation de la constituante. Cette publication pourrait avoir lieu fin juin, ce qui correspond finalement au moment où la nouvelle Assemblée nationale entre en service. Aussitôt, finalement, la session parlementaire de la nouvelle Assemblée nationale ouverte. Ce serait le 22 juin, d'après nos calculs. Début septembre 2017 pourrait se tenir le référendum de convocation de l'Assemblée, parce que c'est pas tout de publier le décret présidentiel. La question est posée, il faut faire campagne. Il faut faire campagne. À ce moment-là, on laisserait autant de chance, évidemment, à tout le monde, tant aux partisans du tirage au sort qui auraient intérêt à faire campagne sur le tirage au sort, qu'aux partisans de l'élection sur un projet de 6e République précis qui auraient ce temps pour faire campagne. Ensuite, on attendrait 2 mois, donc fin octobre, nous aurions l'élection effective de l'Assemblée constituante et le tirage au sort, pour la proportion décidée par les électeurs eux-mêmes, puis le début des travaux constituants. Donc, fin octobre 2017, l'Assemblée est mise en place et commence ses travaux. Idéalement, au bout d'1 an, on peut espérer avoir un résultat. Donc, fin octobre 2018, fin des travaux de l'Assemblée constituante et référendum sur le projet soumis par cette Assemblée au peuple. Et à ce moment-là, nous aurions, ça ce serait la date idéale. Bon, évidemment, ça peut prendre plus de temps. Je crois que Jean-Luc Mélenchon parlait d'1 an et demi. Pourquoi pas? En tout état de cause, la date de péremption de l'Assemblée constituante, dans ces cas-là, serait octobre 2019. C'est-à-dire 2 ans après son entrée en vigueur en octobre 2017. Voilà comment nous envisageons cette temporalité. Le jeu des questions-réponses est ouvert. Et je vais commencer d'ailleurs par les questions que j'ai reçues quelques secondes plus tôt là par YouTube, et ensuite vous aurez la parole dans la salle. Alors, eh bien, existe-t-il des obstacles? Alors, je crois que c'est une Charlotte qui pose cette question. Existe-t-il des obstacles juridiques, institutionnels pour convoquer les constituants ou la constituante? Ensuite, je vais vous les lire tous, j'en ai 4. Beaucoup de gens posent des questions sur les délais. Combien de temps prend le processus? Je viens d'y répondre. Planète Bleue pose la question suivante. Par quel biais les membres de l'Assemblée constituante seront renseignés sur les enjeux de chacun de leurs votes? Par des experts? Très bonne question. Il faudra qu'ils soient neutres pour éviter les conflits d'intérêts, évidemment. Et Physio, enfin, pose la question. S'il n'y a plus de président dans cette 6e République, quel sera le rôle de Jean-Luc Mélenchon? Nous y répondrons aussi. Voilà. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Bonjour Charlotte. J'avais une question très simple sur les modalités d'élection de l'Assemblée. Au moment de l'élection de la constituante, il y aurait donc 2 bulletins. Un bulletin où on choisit le tirage au sort et un bulletin où on choisit plutôt de remettre ça à une offre politique existante. Voilà, j'aurais aimé savoir par quoi on entendait parler